Donc là, on va reprendre les éléments que M. Debout il nous a exposés. Donc dans un premier temps, les infirmières de pratique avancée, donc cette première directive qui a été éditée par le CII, International Council for Nurses, ou Conseil international des infirmières, elle prend bien en compte l'élément qu'il s'agit bien d'études supérieures plus poussées, donc master ou minimum. Les connaissances théoriques, les savoir-faire nécessaires aux prises de décisions complexes, de même que les compétences cliniques indispensables à la pratique avancée. De son métier. Les caractéristiques sont déterminées par le contexte dans lequel l'infirmière sera autorisée à exercer. Donc là, ça date une recommandation depuis 2008. Donc, deux catégories IPA les plus fréquentes mentionnées dans cette première directive 2020, c'était donc, comme il avait dit, infirmière clinicienne spécialisée et infirmière praticienne. Donc, quand on compare, en fin de compte, les deux, on voit que si on compare ça avec notre métier, notre fonction, notre exercice professionnel IAD, qu'on peut à peu près pour 80% on colle avec la définition infirmière clinicienne spécialisée et pour 20% à l'infirmière praticienne. Et c'est aussi le point de vue de la DGOS au niveau du ministère de la Santé. Donc ça veut dire on est quelque part à la fois dans un conseil des soins cliniques d'experts, diagnostic établi dans le domaine de pratique spécialisée, adoptant une approche systémique de la pratique en tant que membre de l'équipe soignante et au niveau de l'IPA, on évalue, on diagnostique, on gère des patients, mais on est moins dans cette approche premier recours. Donc par rapport à l'exercice professionnel, l'impact c'est qu'il faudra intégrer une richesse d'esprit critique, de compétences, de connaissances, de responsabilités, d'autonomie et de responsabilisation. Quand on regarde par rapport à l'arrêté de formation, tous ces éléments sont repris dans cette référence réglementaire. Et donc là, pour refaire le point sur la formation, on voit que la formation à notre niveau en France, c'est un diplôme d'État adossé avec un grade master. Et donc ce grade master, le prérequis, c'est d'avoir 24 mois d'exercice professionnel. Donc on dit que ces 24 mois, ce n'est pas indispensable, mais en fin de compte, on voit qu'il y a un bénéfice à partir d'un exercice professionnel de 12 mois. Nous, on est à 24 mois, donc c'est aussi pris en compte et ça permet aussi de valoriser en fin de compte cette maturité professionnelle que vous avez tous avant d'entrer dans l'école IAD. La reconnaissance formelle du programme de formation, forcément, nous on a notre arrêté. L'expérience clinique, pas de preuve. Donc une expérience d'au moins un an, c'est ce que j'ai dit, en tant qu'infirmière, de préférence dans le domaine des soins aigus. Donc vous regardez votre propre profil, il y a 90% des IAD qui entrent à l'école avec une expérience dans des services comme soins intensifs, réanimation ou urgence. Exercice professionnel, le déplacement du champ de pratique d'une infirmière généraliste. Forcément, on dit toujours en English, specialist nurse is beyond a general nurse. Donc, on est vraiment dessus. La capacité de gérer des épisodes de soins complets, la capacité d'intégrer la recherche, l'autonomie plus large, les compétences avancées pour un raisonnement clinique, la capacité de collaborer avec d'autres professionnels. Réglementation, donc l'autorisation de diagnostiquer et de prescrire, c'est là que, en fin de compte, qu'il y a des discussions qui sont menées dans le sens, est-ce que nous, à notre niveau, on est réellement dans cette autorisation de diagnostiquer et de prescrire. Pour le reste, on voit que l'orientation orientée des patients, là aussi, c'est quelque chose qu'il faudra essayer d'identifier d'une façon en mettant en évidence des données probantes. Le titre professionnel officiel, il n'y a pas de doute. Protection légale du titre professionnel, il n'y a pas de doute. Le cadre réglementaire explicitant le statut d'IPA. Donc pour l'instant, ce n'est pas le cas en France. Les problématiques, donc possibilité d'adopter des programmes transitionnels ou des cours passerelles, donc pour former des infirmières généralistes ou spécialisées aux fonctions des ICS et d'IP. Donc là, pour l'instant, le programme IPA versus programme IAD. Il y a une volonté d'une passerelle IAD vers IPA, donc on verra bien si ça se mettrait en place.
EPIA n'est pas perçue comme une concurrente des autres professionnels de santé. Donc là, je pense que là, au début, on a déjà levé quelque part cet obstacle par rapport au début de la mise en place de cette formation en France. Et donc, après, quand on regarde les caractéristiques plus détaillées et qu'on fait vraiment l'application infirmière anesthésiste, la déclinaison directive internationale par rapport à cette situation d'exercice professionnel IAD, forcément, on est dans un deuxième cycle, on est dans un domaine spécialisé. C'est dans un but, l'exercice qu'on fait, c'est de réduire les risques et on gère forcément les symptômes, donc à partir d'un raisonnement clinique qui est mis en place. Les soins directs, c'est des soins centrés sur le patient. On améliore le système de prestation, donc ça veut dire qu'on crée un niveau de sécurité en anesthésie supplémentaire. La conception, mise en œuvre et évaluation des programmes de soins. Et les programmes de recherche, donc il y a certaines IAD qui sont aussi impliqués dans ce genre de projet de recherche dans leur exercice professionnel. Donc par rapport à cette ICS, donc, qui correspond à 80%, ou qui est identifiable pour 80% dans l'exercice professionnel IAD, on essaie d'améliorer l'accès aux soins de support grâce à une gestion de cas collaborative facilitant l'évaluation et la gestion des risques et des complications, la planification et la coordination de soins, la surveillance et l'évaluation permettant de plaider pour des services sanitaires, améliorer la qualité de vie et du taux de survie. Donc tout ça, en fin de compte, ce qui manque énormément, c'est la visibilité de notre exercice professionnel, comment on peut valoriser ça. Et je pense que c'est d'ailleurs aussi symboliquement qu'on essaie de se déshabiller pour se faire entendre. Mais je pense que l'opinion publique, c'est vraiment ça qu'il faut trouver des preuves, comment on peut, à travers des études, à travers de statistiques, montrer qu'est-ce qu'on fait en réalité. Mieux promouvoir la santé, contribution au recrutement et fidélisation, réduction de la durée d'hospitalisation, réduction des erreurs de médication. Donc tout ça, en fin de compte, il faut qu'on recherche comment on peut mettre ça, trouver des preuves. Donc par rapport à, en résumé, quand on regarde une infirmière spécialisée, donc il y a, c'est encore une fois le jargon, le sémantique, il est très important. Forcément, quand on dit infirmière anesthésiste, on parle d'une infirmière spécialisée, mais quand on regarde par rapport aux critères et par rapport au niveau d'éducation et de formation, on est plus, on bascule tout de suite dans une autre catégorie, on passe de l'infirmière spécialisée en ICS. Donc ça, c'est d'une façon plus ou moins générale. Donc après cette directive, on va dire, plus ou moins générale de cette famille d'infirmières en pratique avancée avec les deux catégories, on bascule en 2021 donc dans la prolongation et suite à cette mission ordonnée par l'IFNA à une définition, une vraie définition qui permet de dire finalement on n'est pas ICS, on n'est pas IP, mais par définition, l'infirmière anesthésiste c'est une infirmière en pratique avancée, de pratique avancée, disposant des connaissances, des aptitudes, des connaissances nécessaires pour prodiguer des soins individualisés en matière d'anesthésie, de gestion de la douleur et de services d'anesthésie connexes à des patients tout au long de leur vie, donc toute catégorie d'âge, que ces patients soient en bonne santé, indépendants, donc soins critiques ou patients stables urgence programmée, y compris en cas de maladie et blessure immédiate, programmée urgence grave, ou mettons leur vie en danger. Donc ça, en fin de compte, au niveau international, quand on demande en fin de compte de l'avis des autres pays par rapport à ce qui se passe en France avec toute cette demande de reconnaissance, on ne comprend pas du tout comment ça se fait qu'on doit se battre, on doit entrer dans cette stratégie de demander une reconnaissance au niveau du gouvernement, parce que pour eux, en fin de compte, quand on check les éléments de la définition en pratique avancée en lien avec cette directive internationale, je dis bien internationale, on devrait être reconnu. Donc, les objectifs, c'est permettre au public, au gouvernement, aux professionnels de santé, aux responsables politiques
aux enseignants et à la profession infirmière de partager une même conception de la pratique de l'infirmière anesthésiste, évaluer l'état actuel de leur pratique à l'aune des présentes directives. Donc ça, c'est quelque chose qui nous donne vraiment une référence. Favoriser la cohérence et la clarté de l'action des infirmiers anesthésistes, et là, en fin de compte, c'est ce qu'il faut qu'on essaie d'obtenir, et forcément, il y a un énorme travail, stratégie, pédagogie, à la fois au niveau du ministère, à la fois avec le corps médical, de dire, en fin de compte, qu'est-ce qui fait que dans notre exercice professionnel, on demande cette reconnaissance à un niveau pratique. Encore une fois, quand on regarde par rapport à cette directive, quand on regarde en détail, formation de base en tant qu'infirmier généraliste, on peut dire oui. Un minimum d'une formation du niveau maîtrise, on peut dire oui. Reconnaissance fermement du programme de formation, on peut dire oui. Autorisé d'exercer, enregistrement, certification, on peut dire oui aussi. Exercice professionnel intègre la recherche, l'éducation, la gestion clinique et le jugement éthique. Fournit des soins d'anesthésie avec un degré élevé d'autonomie dans le cadre d'une pratique indépendante ou collaborative. Donc, la polémique supervisée ou pas supervisée, c'est la collaboration, c'est aussi à un niveau pratique avancé. Il n'y a nulle part que c'est noté que l'exigence d'indépendance, c'est un impératif. Donc, on collabore avec les patients, les médecins, d'autres professionnels, applique des compétences avancées en matière d'évaluation, de réflexion critique et de prise de décision. Dispose de compétences cliniques avancées, conseille d'autres prestataires de soins de santé et s'engage pour son perfectionnement professionnel continu. Le fait que vous êtes là, vous êtes dans cet engagement. Donc, j'ai bientôt terminé pour ma partie. Donc, je voudrais juste, en fin de compte, le côté réglementaire. Ce qu'il y a en France, c'est vraiment, quand on regarde dans les autres pays, c'est vraiment un atout. Et encore une fois, on se trouve dans un pays où le binôme MAR-IAD, c'est vraiment quelque chose qui est ancré, qui a grandi historiquement et qui est vraiment valorisé par rapport aux autres pays. Donc le titre bénéficie d'une protection légale, une législation spécifique s'applique à la pratique avancée. Donc là, en cours de construction, on va dire. Habilité à pratiquer l'anesthésie, à gérer la douleur et à prodiguer des soins connexes à des patients, à formuler un diagnostic ou des diagnostics, prescrire des médicaments et des traitements, orienter les patients vers d'autres professionnels de santé, à faire admettre des patients à l'hôpital et exercer dans la pleine mesure de la pratique infirmière classique. Et je voudrais aussi dire qu'il ne s'agit pas du tout d'un glissement de tâches ou d'une délégation. Donc là, il y a Jackie Rose qui a fait un petit tour là-dessus. Is not task shifting because nurse anesthetists are educated to provide anesthesia services. Therefore, it is our role. Donc, il ne s'agit pas du tout d'un glissement de tâches ou d'une délégation de tâches parce que ça fait partie de notre rôle. Voilà, donc merci. Je laisse la parole à M. Anthony pour la deuxième ou troisième.